le pire cauchemar de tout plaisancier. Vous n'êtes pas sur votre bateau et vous recevez un coup de téléphone qui vous dit bah voilà, ton bateau il était au corps mort ici et il a disparu. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Le livre de bord Ikigai Voyage est toujours disponible sur les plateformes. Le lien est dans la description. Alors c'est un grand succès et c'est grâce à vous, je vous en remercie. Je travaille actuellement sur une série, les outils du navigateur, donc qui vont une série de 3 ouvrages. Le premier, c'est le livre de bord. Ensuite, on va s'occuper du voileux ou de la voileuse. Et puis ensuite, on s'occupera des mouillages. Bon, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Cette semaine, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. J'avais prévu un autre sujet de vidéo, mais il s'est passé quelque chose de très très particulier. Et je me suis dit, ça peut être intéressant qu'on regarde tout ça ensemble et puis qu'on essaie de décrypter ce qui s'est passé et puis comment chacun peut se prémunir de cette situation qui est quand même catastrophique pour un propriétaire de voilier. C'est vrai que depuis plusieurs jours, on a quand même beaucoup de vent là sur le mouillage. Quand je dis beaucoup de vent, c'est une trentaine de nœuds, quasiment en continu. Et donc ça souffle quand même pas mal. Cette nuit, ça a bien soufflé. Et au petit matin, je me fais réveiller par un coup de fil d'un copain qui n'est pas du tout sur le mouillage et qui m'appelle et qui me dit « Lilian, dis-moi, le 50 pieds qui est à côté de toi, là, est-ce qu'il est toujours là ?» Bon, évidemment, le réveil a été un petit peu brutal. Et puis surtout que ce 50 pieds, il est sur corps mort, donc je vois pas trop pourquoi il aurait dérapé. Mais bon, la seule hypothèse, c'est une rupture de mouillage. Donc je sors du bateau, et effectivement, plus de 50 pieds. Alors je peux vous dire, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que nous, lorsqu'on est arrivé, il y était déjà. Bon, il y a personne dessus, sur ce bateau. Et c'est un bateau qu'on a toujours vu. Et d'un seul coup, en sachant que il y a personne sur le bateau et qu'il est plus là, je peux vous dire, ça fait une drôle d'impression. Alors, je scrute l'horizon et puis je vois un tout petit point blanc, vraiment tout au fond. Je prends les jumelles, alors c'est pour vous dire, il était loin. Lorsque déjà le bateau, c'est plus qu'un petit point sur l'horizon, c'est qu'il n'est pas à côté. Avec les jumelles, j'arrivais même pas à voir si il y avait une annexe sur les bossoirs, donc il était au-delà des 5000, ça c'est sûr. Donc je dirais entre 5 et 10 000 nautiques. 5 et 10 000 nautiques, ça veut dire inaccessible avec mon annexe. Là, clairement, on a un 9 chevaux, 9 chevaux, une annexe de 2,50 m. Faut se rappeler aussi, on a 30 nœuds de vent, donc il y a de la mer également. Donc l'idée de partir en annexe n'est même pas venue à l'esprit. Enfin, elle m'est venue à l'esprit, mais bon, ça a été tout de suite évacué. Par le biais d'un groupe WhatsApp, je rentre en contact téléphonique avec un des représentants du propriétaire. Alors c'est également, j'en parlais dans une vidéo, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir des groupes WhatsApp, parce que du coup on peut d'île en île arriver à joindre la personne concernée. Alors la personne me demande, est-ce qu'a priori, si on monte une équipe, t'es partant pour aller récupérer le bateau? Je dis oui. Mais moi j'ai besoin d'informations. Je vais pas y aller en tong et en annexe. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste préciser l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est pas de porter un jugement sur la situation, les propriétaires ou autre. C'est pas non plus dans les commentaires de se défouler en disant oui mais voilà ceci cela. Moi des commentaires comme ça, il n'y a pas d'intérêt. Par contre un commentaire qui vient un petit peu enrichir la réflexion et apporter des solutions, là je suis preneur. Le but de la vidéo, c'est d'analyser le déroulement finalement de la situation et puis de se dire mais comment à chaque étape de ce déroulement je pourrais amener un élément qui va éviter que la situation puisse se produire ou puisse dégénérer. Et l'idée, c'est qu'on puisse tout savoir aussi, parce que ça peut aussi nous arriver, une rupture de corps mort, ça arrive, et même quand on a fait tout dans les règles de l'art. Donc l'idée, c'est comment on peut construire des process qui nous évitent de nous retrouver dans des situations
qui sont catastrophiques. Avant de faire la vidéo, j'ai beaucoup réfléchi à la façon de présenter la vidéo, de la construire, de la structurer, de présenter les différents événements pour pas que ça prenne la forme d'une sorte de procès d'intention ou de procès à charge. Parce que je pense que déjà la sanction a été quand même extrêmement sévère. Hein. Quand vous perdez votre bateau, je pense que ça fait mal. Hein. Et donc voilà, j'ai pas trouvé tellement de manière de présenter cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire un peu dans l'ordre chronologique, ou dans un ordre chronologique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les événements se sont produits, et puis de faire des incises au fur et à mesure. On a tous des personnalités différentes. Bon, une de mes caractéristiques, c'est que je pars rarement sur un coup de tête. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'information, de pouvoir analyser les choses. Donc, ça veut dire poser des questions. La première question que j'ai posée, c'est est-ce que tu as pris contact avec le cross? Et bon, non, j'ai pas pris contact avec le cross. Bah, ce serait peut-être bien de les appeler et leur signaler qu'il y a quand même un bateau qui fait presque 20 tonnes qui est à la dérive, et puis voir ce que eux ils peuvent faire. D'autant que sur la zone, il y avait un bâtiment militaire qui était présent. Le premier maillon de la chaîne, c'est trouver le numéro de téléphone du cross. Et ça, c'est vrai que si on est pris dans l'urgence, on va se dire mais où est le numéro, où est-ce que je vais le chercher, on va pas le trouver. Alors vous avez vu hein, dans les vidéos qu'on a pu faire sur Ikigai, on a le numéro du cross, et d'ailleurs des différents secours directement affichés au niveau de la VHF. Alors là c'est vrai, la personne n'est pas sur le bateau, mais l'idée de se dire j'ai un bateau que j'ai laissé au mouillage, si je pouvais avoir le numéro du cross enregistré quelque part, ça serait quand même quelque chose qui serait facilitant. Après renseignement, le cross avait été prévenu, mais il a été prévenu qu'un bateau blanc, donc de la taille du bateau à la dérive, était à la dérive par un plaisancier qui était en pleine navigation à ce moment-là, mais pas de nom sur le bateau. Donc ça veut dire que le cross reçoit un appel et ne peut pas dire bah voilà, ce bateau appartient à telle personne, donc je vais la contacter. Donc là aussi on va avoir un retard au niveau de l'alerte. Je vous rappelle, ce bateau était sur corps mort, il avait 3 amarres, dont une qui était neuve et qui avait été, les autres amarres avaient été vérifiées. Donc les 3 ont lâché pendant la nuit hein, sur une rafale plus forte que les autres, et le bateau est parti lui à la dérive. Sur Ikigai, on a fait pas mal de vidéos, et ce que je vous propose, c'est aussi de rattacher, si vous voulez approfondir le sujet, sur des vidéos qu'on a déjà mis en ligne. Et on a une vidéo en ligne sur la rupture de corps mort. Donc ça peut être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Un bateau à la dérive, monter une équipe, aller le chercher, le ramener. La question que je me pose tout de suite, c'est est-ce que ce bateau il est assuré? Bon, là en l'occurrence non, le bateau n'est pas assuré. On a fait aussi une vidéo sur l'assurance des bateaux. Il y a deux possibilités d'assurer le bateau. Soit vous l'assurez un peu en tout risque, comme on a sur une voiture. Ça veut dire que là, si votre bateau part, eh bien s'échouer quelque part, potentiellement l'assurance peut prendre en charge quelque chose. Donc vous assurez les dégâts que vous causez au bateau peuvent être pris en charge. Deuxième type d'assurance, c'est la responsabilité civile, ce qu'on appellerait le tiers. Et là, vous assurez les dégâts que vous pouvez causer à d'autres bateaux. Là, le bateau, il n'est pas assuré ni en tout risque, ni au tiers. Alors, il faut savoir que l'assurance, même au tiers, on va dire en responsabilité civile, n'est pas obligatoire sur les voiliers. Elle n'est obligatoire sur un voilier que si vous voulez rentrer dans un port. Là, on va vous demander une assurance en responsabilité civile pour les dégâts que vous pouvez causer à d'autres bateaux et pour les dégâts que vous pourriez causer aux installations portuaires. Mais vous pouvez très bien vous passer d'une totalité d'assurance. Par contre, moi, ramener un bateau qui n'est pas du tout assuré, si ça se passe mal au mouillage et que je viens fracasser le bateau sur un autre bateau, là, pour le coup, la responsabilité, elle peut être engagée.
Autre question qui apparaît, c'est ok. Alors moi, je me fais un déroulé au niveau de la prise en charge du bateau. Donc, il faut un bateau suffisamment puissant pour pouvoir aller loin. Donc, ça veut dire sortir de la navigation côtière, au-delà des 6 milles nautiques. Donc, il faut un bateau moteur qui puisse y aller rapidement, qui puisse vous maintenir en sécurité avec 30-35 nœuds de vent et les vagues qui vont avec. Ça veut dire après monter sur le bateau. Donc, ça aussi, c'est pas forcément évident. Alors quand tout va bien, quand les bateaux sont à couple, quand il n'y a pas de vent, quand on est dans un abri, voilà. Après, sauter d'un bateau à l'autre quand la mer est un peu formée, ça devient vite un peu scabreux. Donc j'imagine, c'est bon, on est sur le bateau, maintenant il faut le démarrer. Le démarrer, ça veut dire que ce bateau, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas tourné, qu'il n'est pas sorti. Est-ce que les batteries sont chargées? Je vois pas pourquoi elles seraient chargées. Moi, j'ai pas vu de système de recharge type panneau solaire, etc. Alors peut-être qu'il y en avait, moi je les ai pas vus. En tout cas, ma question c'est est-ce que les batteries sont chargées? Deuxième question, est-ce qu'il y a du gasoil? Troisième question, est-ce que le moteur démarre? Bon, là, il y avait quand même 3 points d'interrogation. Alors vous me direz, on est sur un voilier. Ah oui, mais quand les voiles, ça fait des années qu'elles n'ont pas été sorties et que on peut pas vous dire, voilà, est-ce que la GV, on va pouvoir la hisser? Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle est déchirée, pas déchirée? Là aussi, vous avez des points d'interrogation. Alors attention, moi, encore une fois, je ne fais pas de jugement sur l'état du bateau, etc. Je fais simplement une analyse d'une situation où potentiellement je pourrais intervenir. Et je vais chercher, est-ce que j'ai des feux verts, est-ce que j'ai des feux rouges? C'est juste ça. Après, des personnes qui sont en train de retaper des bateaux, les bateaux sont mouillages, il leur faut plusieurs années pour retaper le bateau. Ça existe et c'est ni bien ni pas bien. Je fais pas du tout de jugement de valeur par rapport à ça, par rapport à l'assurance, pas l'assurance. Moi, ça ne me concerne pas et voilà, je vous demande aussi de pas entrer dans cette espèce de paradigme, on va dire, de cadre d'analyse, de jugement par rapport à ça. L'objet de la vidéo, c'est encore une fois, voilà, vous êtes face à une situation, comment vous pouvez réagir, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser pour savoir si vous allez intervenir ou pas intervenir. C'est vraiment ça. Je suis vraiment avec beaucoup de compassion par rapport à la personne qui a perdu son bateau. La question que je me pose, c'est si je suis confronté à ça, si on me demande d'intervenir, quelles sont les questions qu'il faut que je me pose pour que moi, je sois en sécurité au moment de l'intervention. Entre-temps, information du CROSS, le CROSS dit, écoutez, nous, il n'y a personne à bord, il n'y a pas de vie humaine en danger, on n'intervient pas. Donc le bateau reste comme ça à la dérive. Bon, à partir de là, déjà, on le voyait quasiment plus sur l'horizon. Le bateau il était déjà très très loin. Sur ce, arrive sur Ikigai un des comparses qui est censé faire partie de l'équipe. Alors, quelqu'un d'expérience, habituellement relativement calme. Voilà, il était quand même assez inquiet. Et puis, pas dans son état de sérénité habituel. Alors ça, pour moi, c'est aussi un élément à prendre en compte. Vous me direz, c'est logique. Encore une fois, je remets les choses dans leur contexte. On vous réveille au petit matin, on vous dit oh, mon bateau est parti. Alors bon, quand c'est quelqu'un que vous connaissez, vous vous sentez tout de suite concerné. Vous imaginez comment vous allez le récupérer. C'est simple, c'est pas simple. Donc voilà, qu'on ne soit pas serein, c'est quelque chose de tout à fait logique. On avance un petit peu dans le scénario et on se dit bon voilà, le bateau démarre. Maintenant, on le ramène au mouillage. Où est-ce qu'on va jeter l'ancre? On pourrait se dire, on va jeter l'ancre en plein milieu du mouillage, et voilà. Faut voir aussi que si vous loupez votre manœuvre et que le bateau vient taper un autre bateau, ça va être des problèmes cumulés, au mieux. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, si on doit jeter l'ancre quelque part, il
faut jeter sur la fin du mouillage, c'est-à-dire la partie la plus reculée du mouillage. Comme ça, si le bateau repart au large, ou si la manœuvre loupe, bon bah on part pas sur un autre bateau. Sur ce, bah c'est une succession en fait d'événements. Hein. La personne qui potentiellement aurait pu avoir un bateau suffisamment puissant et rapide pour nous emmener sur site nous dit bon finalement moi non, les conditions météo sont vraiment dégradées, je sors pas. D'autant plus que cette personne avait compris que elle nous emmenait, elle nous déposait, elle repartait. Donc vous imaginez vous faites déposer sur un bateau qui démarre pas, et vous vous retrouvez avec ce bateau à la dérive. Donc le troisième protagoniste dit bah non moi la météo est vraiment trop dégradée. Vous voyez ce qui est intéressant là, c'est que en fait nous sommes 3 personnes et nous avons chacun des portes d'entrée totalement différentes. Ma porte d'entrée elle est vraiment très analytique, feu rouge, feu vert, je check et clac clac clac, bon bah j'ai sur 10 feux, j'ai 10 feux rouges, bon je suis pas tellement enclin à dire on y va. Le collègue, lui, l'autre collègue qui est venu sur Ikigai, sa porte d'entrée était un peu plus émotionnelle. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui était, on va dire, pas en place. Hein, alors après, je peux pas, on n'a pas fait une analyse psychologique de ces process internes, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'il n'était pas serein. Et le troisième protagoniste, lui, sa porte d'entrée, ça a été vraiment une porte d'entrée purement météo. En disant non moi le vent, les vagues là pour moi c'est pas bon. Donc c'est intéressant de se dire on peut aussi avoir différents niveaux d'analyse et c'est quand même bien de tenir compte des différentes informations et finalement bah on était 3 avec 3 feux rouges. À la décision malheureusement ça a été de rappeler la personne et de lui dire écoute voilà là en termes de d'éloignement, en termes d'assurance, en termes de possibilité de démarrer le bateau, on n'est même pas certain que les voiles fonctionnent, en termes de possibilité de rejoindre le bateau, là c'est juste pas possible. Donc malheureusement nous on pourra pas intervenir. Maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce que je retiens de tout ça et comment je peux utiliser ce qui s'est passé pour me préparer pour la suite. Au final, on a un 50 pieds, quelque chose qui fait autour entre 15 et 20 tonnes, qui est à la dérive en mer des Caraïbes et des propriétaires qui ont perdu leur bateau sans espoir d'une indemnisation quelconque. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? La première chose, c'est que quand vous laissez votre bateau sur un corps mort, il faut être sûr de la fiabilité du corps mort, de sa solidité. Sur des sociétés sérieuses qui installent ça, vous avez 3 types de liens. Il y a de la chaîne entre le corps mort et le bateau, vous avez de la mare, du bout, et vous avez du câbleau inox. Et des sociétés sérieuses vont utiliser les 3 en même temps. Parce que les 3 ne réagissent pas de la même manière à l'usure et puis ne vieillissent pas de la même manière dans le temps. Le deuxième point, c'est que si le bateau est sur un mouillage où vous avez des bateaux copains à côté, c'est pas parce qu'il y a des bateaux copains à côté que quelque chose de très grave ne peut pas arriver. Parce que vous voyez là, la rupture du corps mort, elle s'est faite pendant la nuit. Et du coup, tout le monde s'est réveillé et pouf, le bateau, il est plus là. Donc, même si sur le plan d'eau, les bateaux copains, on se jette toujours un coup d'œil les uns les autres, même si on peut être réactif, quand ça se passe en pleine nuit et que vous ne pouvez que constater les dégâts au petit matin, c'est pas un gage le fait d'avoir des bateaux copains à côté n'est pas nécessairement un gage de sécurité. Un autre élément, et ça c'est un élément réglementaire, c'est important d'avoir le nom du bateau sur le bateau ou un numéro d'identification. Il y a des pays où il n'y a pas de nom sur le bateau, mais ils ont une obligation de noter le numéro d'enregistrement du bateau sur la coque du bateau.
Là, quand je regarde autour de moi au niveau du mouillage, je vois pas beaucoup de bateaux. Alors il y en a avec le nom décrit sur le bateau. Et ça, c'est un problème parce que vous voyez, ce bateau, il a été repéré, mais le voilier qui naviguait, qui a vu le bateau, a été incapable de donner au CROSS l'information sur le nom du bateau. Et du coup, on n'a pas pu contacter très rapidement les propriétaires. Alors, je suis pas un maniaque de la réglementation, hein, mais quand je regarde autour de moi, là, je peux vous dire que 70% des bateaux, je ne vois pas leur nom écrit sur le bateau. Donc, si je devais, moi, porter assistance à ce bateau, ou bien dire, voilà, ce bateau-là est à la dérive, je serais incapable de donner au CROSS une identification précise du bateau. Et c'est un autre point qui me semble important, c'est la question de l'assurance. Alors, encore une fois, il y a une vidéo qui a été faite sur l'assurance. Allez voir si ce n'est déjà fait, ou la revoir si vous voulez vous rafraîchir un petit peu au niveau du contenu. Mais posez vraiment vous la question. Posez-vous vraiment la question de l'assurance, oui, non, minimum responsabilité civile, oui, non, parce que là, vous voyez, le bateau est à la dérive. Imaginons qu'ils viennent en pleine nuit percuter un autre bateau. Ça va poser un problème. Et s'il y a des victimes humaines, ça peut être très très problématique. Alors, sur ce bateau, il n'y a personne. C'est-à-dire que de nuit, il dérive tout feu éteint. Nous, sur Ikigai, ce que nous avons fait, c'est que nous avons un feu de cockpit, un projecteur de cockpit, qui s'allume automatiquement avec son panneau solaire dédié. Ce qui veut dire que même si on n'est pas sur le bateau et qu'on n'est pas là pour allumer le feu de mouillage, de toute façon, le bateau, de nuit, il est visible. Donc ça, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je sais que si nous, le bateau devait partir à la dérive, c'est quelque chose qui nous sécuriserait. Un autre élément, le CROSS ou la SNSM. Rappelez-vous que leur mission première, c'est le sauvetage des vies en mer, et pas du tout le sauvetage du matériel. Où la SNSM débarque et puis elle vient sauver les personnes. Si elle peut, elle vous remorque le bateau, mais c'est pas une obligation. Si vous faites remorquer le bateau, mettez-vous bien d'accord sur ce que la personne qui vous remorque le bateau peut vous réclamer en échange, parce que les montants peuvent vite chiffrer. En tout état de cause, le CROSS a répondu, il y a personne à bord, nous, c'est pas notre, on n'intervient pas. Donc moi je veux pas faire une polémique, ils auraient dû y aller, pas y aller, envoyer quelqu'un, pas quelqu'un. Je comprends aussi que les secours se concentrent sur les personnes et sont pas un peu les remorqueurs de la mer pour aller chercher des bateaux à leur dérive. À la dérive, c'est pas nécessairement leur métier. Et puis je suis pas assez pointu d'un point de vue juridique pour vous dire s'ils ont une obligation ou pas. Et encore moins de me positionner s'ils ont une obligation morale ou pas, parce que là c'est sujet à des débats sans fin et extrêmement passionnés. Un autre élément qui pour moi me semble important, c'est le fait d'avoir un bateau manœuvrant. Il faut pouvoir, si vous voulez qu'on vous récupère un bateau, il faut que la personne qui saute dessus puisse démarrer le contact et puis partir. Donc ça veut dire batterie, gasoil, démarrage. Un cas de figure qui pourrait ressembler, mais qui est quand même différent, mais on est dans le même ordre d'idée, c'est vous êtes au mouillage et puis d'un coup vous voyez un bateau qui part. Vous prenez votre annexe, vous êtes à portée d'annexe, vite vous prenez l'annexe et puis si le bateau était au corps mort, vous balancez sa ligne de mouillage en espérant qu'elle accroche quelque part, ou bien vous tournez la clé, vous démarrez le moteur et vous refaites une manœuvre. Pour ce faire, il y a certains plaisanciers qui laissent les clés sur le contact, les clés pour démarrer le moteur sur le contact. Alors, vous me direz, il y a un risque qu'on vous vole le bateau quand vous n'êtes pas là, mais si vous voulez qu'on vous le démarre quand vous n'êtes pas là, il n'y a pas 40 solutions. D'autres qui vont dire, moi je laisse un jeu de clés quelque part à l'extérieur, et puis quand quelqu'un me contacte, je lui dis, les clés sont là, encore faut-il que la personne puisse
puissent vous contacter. D'autres personnes ont simplement un bouton, ils appuient sur le bouton, le moteur démarre. Donc voilà, cette capacité à pouvoir démarrer un moteur, mais ça présume que le moteur, que le bateau est en état de fonctionner, de démarrer, de fonctionner au moteur. Et encore une fois, c'est pas que de la négligence, hein. Il y a des personnes qui sont en train de retaper un bateau, et actuellement, le bateau qui retape, il démarre pas. Donc on n'est pas que sur un aspect, on n'est pas nécessairement, je veux dire, sur un aspect de négligence. Je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, mais le fait de faire partie de groupes type WhatsApp, de groupes de plaisanciers, ça permet aussi de faire circuler l'information très rapidement et très largement. Donc je vous encourage, quand vous êtes en grande croisière, à avoir un groupe où vous enregistrez les personnes que vous rencontrez, si elles sont d'accord, hein, parce que certaines personnes ne sont pas d'accord pour faire partie de groupes, mais voilà, quelqu'un envoie une info et tout le monde est averti, on n'a pas besoin d'appeler les personnes les unes après les autres. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez appréciable. Un autre point qui en fait râler plus d'un, c'est les personnes qui viennent mouiller à une longueur de bateau de votre bateau ou à 2 longueurs de bateau de votre bateau. Bon bah voilà, tant que tout va bien, ça va bien, mais le jour où ça dérape, le temps de réaction, il est super court. Et c'est pas vrai. Si vous êtes en train de dormir, bah vous avez percuté le bateau d'à côté. Si vous êtes dehors en train de faire quelque chose, le temps de réaliser que votre bateau est en train de déraper, le temps d'aller courir, démarrer le moteur, etc., vous êtes sur l'autre bateau. Parce qu'un bateau qui dérape, il ne dérape pas quand il y a 2 nœuds devant. Et donc la vitesse à laquelle il va déraper est quand même importante. Donc j'ai encore eu un sketch hier hein, où le gars il vient mouiller juste à côté d'un mec qui était très bien mouillé, et en plus qui vient lui croiser les chaînes. Donc celui qui était mouillé a dû avancer son bateau sur sa ligne de mouillage, l'autre a détortillé sa chaîne, enfin un sketch. C'est aussi une précaution, c'est aussi quelque chose de sécurisant pour celui qui mouille. C'est-à-dire que vous savez que si votre bateau va déraper, bah vous avez de l'eau à courir hein, et vous n'allez pas immédiatement percuter le bateau du voisin. L'objet de la vidéo, vous l'avez compris, ce n'est pas de dire, ce n'est pas de faire un jugement. Ils auraient dû faire ça, ils auraient pas dû faire ça. Il y a de plus en plus de personnes qui font n'importe quoi. Non, non, moi, je suis pas du tout là-dedans. Il s'est passé un événement qui se passe pas tous les jours. Je prends l'événement, je le décortique. En plus, j'étais impliqué dans l'événement, donc je le prends, je le décortique et j'essaie de savoir, comme on fait en accidentologie en fait, la chaîne de cause-effet. Et puis, quels sont les maillons qui peuvent aggraver dramatiquement la situation. Donc, si je devais résumer, je dirais, voilà, qu'est-ce qu'il en est de la qualité de mon mouillage? Est-ce que si je suis à l'ancre, bah, je suis bien tenu? Est-ce que je le vérifie régulièrement? Si je suis au corps mort, est-ce que je vérifie aussi mes amarres? Est-ce que mon bateau est identifiable? Est-ce que il est assuré? Est-ce que si quelqu'un monte à bord, il peut le démarrer et le ramener? Et est-ce que s'il dérape, il va pas les fracasser 2 ou 3 bateaux qui sont derrière? Donc, je vous laisse avec toutes ces questions. Sur Ikigai, nous avons nos réponses. Alors, c'est pas nos réponses ne sont pas forcément les meilleures réponses. Vous êtes certainement vos réponses. Vous pouvez les partager avec des commentaires. Alors, encore une fois, des commentaires constructifs. Si c'est pour donner des jugements, faire des commentaires ou des critiques négatives, c'est même pas la peine de laisser un commentaire. Les seuls commentaires qui vaillent sont ceux qui peuvent faire avancer la réflexion, apporter des solutions, sans entrer dans des jugements. Et avant de clore complètement cette vidéo, bah, je voudrais vraiment transmettre toutes mes amitiés, mon soutien, ma compassion hein, aux personnes qui ont malheureusement perdu leur bateau. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager, pensez également à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec le livre de bord. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.